Bonjour à tous, vous êtes sur la chaîne de Guillaume Sérieux. Alors pourquoi Guillaume? Parce que je m'appelle Guillaume. Et pourquoi sérieux? Parce que je suis sérieux. Au bac philosophique de cette année, il est tombé une question: la culture rend plus humain? Je trouve la question très intéressante et je vais essayer d'expliquer une manière de voir les choses, un constat, je sais pas trop comment l'appeler, mais vous allez voir, vous allez comprendre. Restez jusqu'à la fin de la vidéo, on va y aller tranquillement. Et ce que l'on va faire, ce que je vous propose, c'est de traiter cette question avec une certaine méthodologie. Pour commencer, regardons la question, rendons-la intéressante et intelligente. Analysons-la. Ce que l'on souhaite déterminer, c'est l'influence que possède la culture sur la nature humaine. C'est notamment exprimé par cet adverbe plus. La culture rend plus humain. Point d'interrogation. Pour faire simple, on souhaite savoir si la culture rend davantage humain ou à l'inverse de moins en moins humain. Parce qu'il y a une sorte de tension dans la question, on n'est pas vraiment sûr que la culture rend plus humain. D'ailleurs, le mot humain, on peut également en dégager deux sens, à savoir déjà le sens le plus définitif, humain, ce qui est propre à l'homme, mais aussi humain peut désigner certaines qualités qui définissent certaines qualités morales telles que l'indulgence, l'empathie, etc., etc. Le plus également possède deux sens. Il y a un plus qu'on pourrait appeler quantitatif, c'est-à-dire que la culture permettrait à l'homme d'être davantage humain qu'il ne l'est naturellement. Sans cette culture, l'homme serait un être un peu incomplet, inachevé. Et un plus qualitatif, c'est-à-dire que l'homme deviendrait meilleur grâce à la culture, notamment car celle-ci permet de moraliser l'homme. Et la culture, alors la culture c'est le mot peut-être le plus important, puisqu'il y a plusieurs sens. Alors déjà, il faut l'entendre non pas comme un ensemble statique de règles définies dans une société à un instant T, mais bel et bien comme un processus influent positivement ou négativement cette nature humaine. Et ce processus s'observe de différentes manières. La première serait d'observer la culture comme la modification et l'appropriation de l'environnement, en adaptant le monde extérieur à nos propres besoins. Au départ, c'est par la simple formation d'outils un petit peu basiques, genre je trouve un bâton, je trouve une pierre, je colle les deux ensemble et ça fait une lance, et avec ça je vais chasser. Par la suite, je fais des choses peut-être un peu plus élaborées, je creuse un trou, je dissimule le trou, je mets des pics en dessous, et ça fait un piège, et comme ça si un animal tombe dans ce piège, il va se blesser, et ce sera beaucoup plus simple de le tuer pour manger. Ce processus-là, multiplié par un très grand nombre d'années, fait qu'aujourd'hui la nature est complètement modifiée pour répondre à nos besoins. Il suffit de regarder autour de moi ou autour de vous, regardez cette caméra qui est en train de me filmer, ce micro qui enregistre le son de ma voix, mon ordinateur qui va me permettre de faire le montage de cette vidéo, mais l'appartement également dans lequel je tourne, la lumière qui m'éclaire. Regardez autour de vous, je ne suis pas dans vos appartements, mais j'imagine qu'il y a tout un tas d'exemples à portée de vue comme ça. Cette nature a un seul objectif: nous être utile. Descartes disait que l'homme façonne son milieu de vie et devient ainsi maître et possesseur de la nature. Et il y a un effet que Karl Marx explique dans son ouvrage Le Capital. Le travail est de prime abord un acte qui se passe entre l'homme et la nature. En même temps qu'il agit par ce mouvement sur la nature extérieure et la modifie, il modifie sa propre nature et développe les facultés qui y sommeillent. La phrase de Karl Marx étant un peu compliquée, d'ailleurs tout comme son ouvrage en entier, je vais un petit peu l'expliquer. Nous venons de le dire, par son travail, l'homme modifie la nature et ainsi son environnement. Mais par la suite, il devient lui-même modifié par l'environnement qui l'a modifié. En quelque sorte, en humanisant la nature, l'homme s'humanise lui-même. En cultivant la nature, l'homme se cultive lui-même. Je suis un de ces poètes des fois. Et ça c'est rendu possible car la culture ne se contente pas juste de modifier la nature extérieure, mais celle-ci a également une fonction éducative. L'éducation permet entre autres de maîtriser notre nature humaine et ainsi ne pas céder à certaines réactions spontanées. Mais la culture, en plus de nous permettre de maîtriser ses pulsions, nous permet également d'acquérir des qualités qui vont faire qu'un homme est un homme. Comme la morale par exemple. Le philosophe Emmanuel Kant, dans Réflexion sur l'éducation, a une approche très intéressante que l'on va un petit peu expliquer. Il détaille que l'éducation possède une partie négative, qui vise, sous l'usage de la contrainte, à domestiquer ou même à maîtriser la nature animale de l'homme. Et ainsi, il l'empêche de céder à certains penchants comme l'agressivité, l'égoïsme, etc., etc. En gros, c'est un petit peu l'explication de pourquoi ta mère te punit, pourquoi il y a des heures de colle au collège et au lycée, et un petit peu tout ça, quoi. Toutes ces règles dans la société. Même si bien entendu c'est bien plus compliqué que ça, je sais, c'est bon, faites pas les relous en commentaire, j'ai pas envie de faire une vidéo de 8 heures. Emmanuel Kant explique ensuite la face positive de l'éducation. Par l'instruction, l'homme va développer des qualités uniques qui vont faire qu'un homme est un homme. Apprécier certaines situations morales complexes ne peut se faire que parce que nous sommes instruits. Imagine que pour sauver 1 million de personnes, faut que t'en tues 10. Tu fais quoi? Apprécier ce genre de situation, par exemple, ne peut se faire que par notre instruction. Il en va de même pour l'habilité.
je sais pas, par exemple, si jamais je suis platine à League of Legends, c'est bel et bien que j'ai reproduit un schéma d'apprentissage qui m'a permis d'arriver à ce niveau-là. Par l'instruction, je deviens fort et je deviens habile. Ce que je viens d'expliquer, donc la condition de l'humanisation de l'homme par la culture, montre une autre qualité que possède l'humain, la capacité d'évoluer. Si l'homme peut développer autant de compétences, développer autant de qualités, qu'il peut devenir plus humain qu'il ne l'est naturellement, c'est bel et bien la preuve que la nature humaine n'évolue pas dans un environnement figé aux contours bien définis. Rousseau, dans son discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes, appelle ça la perfectibilité. Et la perfectibilité, c'est exactement ce que je viens d'expliquer, c'est cette capacité en fonction des circonstances, à développer des capacités que l'homme ne possédait pas à la base. Typiquement, être fort à un jeu de PS4, c'est pas quelque chose qui est inné chez l'homme. Mais attention, perfectibilité ne signifie pas perfectionnement. Oui, parce que voilà, depuis tout à l'heure, on a l'impression, et je le fais exprès, que la culture, c'est toujours pour le mieux dans nos sociétés, que ce processus a toujours un effet positif sur la nature humaine et sur le monde. Elle transforme la nature pour qu'elle puisse répondre à nos besoins. Elle montre la voie pour pouvoir être moralisée. Mais encore faut-il prendre cette voie. Et la perfectibilité définit très bien cette ambivalence. La culture donne le moyen d'être plus humain, mais elle donne également le moyen d'être moins humain. La déduction que l'on peut faire, c'est que la culture est une condition essentielle à l'humanisation de l'homme. Oui, mais est-ce qu'elle rend l'homme meilleur ? Ou moralement bon? Je sais pas. Pour commencer, il faut dissocier progrès scientifique et progrès moral, puisque les deux ne sont pas liés. Pensez au régime nazi par exemple. Ce n'est pas parce que nous sommes cultivés que nous sommes moralisés. Kant disait une phrase: « Nous sommes hautement cultivés par l'art et la science. Nous sommes civilisés jusqu'à en être accablés, pour ce qui est de l'urbanité et des bienséances sociales de tout ordre. Mais il s'en faut encore de beaucoup, que nous puissions déjà nous tenir pour moraliser. » Il dit exactement ce que je viens de dire, le sale copieur. Il faut distinguer le fait d'être civilisé ou cultivé et le fait d'agir de manière morale. Mais agir de manière morale, selon Kant, c'est plutôt compliqué. Il faut prendre comme fin de nos actions le bien moral. Alors comme je sais que la moitié d'entre vous n'ont peut-être pas compris ma phrase, je vais donner un exemple qui va être très clair. Imaginons que je sois un religieux d'une religion quelconque théiste et que cette religion a un fondement. Tu dois faire le bien autour de toi et aider les personnes en difficulté. Et que si jamais tu ne fais pas ça, ce qui va se passer, c'est que tu vas aller en enfer. Et moi, religieux de cette religion, qu'est-ce que je fais? Le bien autour de moi, j'aide les gens autour de moi, je les aide à faire diverses choses quand ils en ont besoin. Eh bien ça, selon Kant, ce n'est pas moral, puisque la finalité de mon action n'est pas le bien moral, mais bel et bien la peur du châtiment qui va m'arriver si je ne respecte pas le fondement de cette religion. Pourtant, entre un membre de cette religion qui aide une vieille dame à traverser la rue et un gars random qui aide une vieille dame à traverser la rue, il n'y a pas forcément beaucoup de différence. C'est un individu qui aide un autre individu qui en a besoin. Ce qui va définir la moralité de leur action, c'est le pourquoi ils font ça. Dans le premier cas, c'est la peur du châtiment s'il ne le fait pas, et dans le second cas, c'est le bien moral, si bien que la première action n'est pas morale, et la deuxième est morale, selon Kant. Ce que je mets en évidence avec ces exemples un petit peu simplistes, c'est pour expliquer ce que Kant souhaite expliquer. Dans une société civilisée, il peut y avoir l'apparence d'une morale, alors qu'en réalité, il n'en est rien. Tout le monde agit par égoïsme, par peur de quelque chose ou pour d'autres raisons, mais pas pour le bien moral. Et il en est de même avec la culture. Même si elle peut sembler bénéfique pour la société, elle peut en réalité être néfaste, voire rendre inhumain. Pensez au régime nazi, encore une fois. L'adhésion à certaines idéologies, croyances, religions, etc., peuvent conduire à nier d'autres hommes dans leur humanité. Dans ce cas-là, c'est la croyance en la supériorité de notre culture qui conduit à penser que ceux ayant une culture différente ou une idéologie différente sont inférieurs. En apparence, dans mes propos, ce processus a l'air quand même très minoritaire, très rare. Eh bien non! Pas du tout. C'est le principe même par exemple des religions théistes. Oui, car pour qu'une religion soit vraie, il faut par définition que les autres soient fausses. Cette obligation va pousser des religieux d'une religion X à dénigrer ceux de la religion Y en disant tout simplement qu'ils sont dans l'erreur. Et ça, c'est déjà la première forme de déshumanisation. Pire encore, si jamais le texte religieux fondateur de cette religion dit une chose, mais que toutes les thèses scientifiques disent l'inverse, eh bien c'est le livre qu'il faut croire parce que c'est écrit dedans. Point. Ce biais de confirmation oblige le dénigrement des théories scientifiques, du coup des scientifiques et des adhérents à ces thèses. Alors j'imagine déjà l'argument arriver. Oui mais Guillaume, les scientifiques par exemple,
Ils vont dire que le créationnisme c'est pas bien, du coup que les créationnistes ont tort, du coup ils déshumanisent également les créationnistes. C'est pareil, c'est tout aussi dangereux. Et non Jean-Mi, c'est pas du tout pareil. La différence réside dans la validité de l'argument. Pour prendre le cas du créationnisme et de l'évolution, la théorie de l'évolution étant une théorie, la théorie en science c'est la distinction la plus haute que peut obtenir un statut scientifique, c'est qu'il y a énormément de faits, pour ne pas dire des millions, qui vont dans le même sens, qui sont parfois reproductibles, analysables, quantifiables, il y a toutes les expériences avec toutes les méthodologies utilisées pour montrer les résultats, et il y a énormément de personnes qui ont les mêmes résultats sur des périodes très longues, et pareil, ça explique des tas de phénomènes, alors que la preuve côté créationniste, c'est marqué dans un livre. C'est ce qui va faire la différence, la validité de l'argument. On pourrait dire ceci: considérer qu'une personne a tort sur des arguments non valides est une première forme de déshumanisation. Et Lévi-Strauss disait « Le barbare, c'est d'abord l'homme qui croit à la barbarie. » Et vous pourriez me rétorquer « Mais où est le problème? Si les gens ils ont envie de croire ça, ils croient ça, non? On est dans un pays libre, monsieur !» Oui, mais non. Le fait de raisonner par idéologie, par croyance, parfois même à l'inverse des preuves scientifiques, sans réelle recherche de la vérité, mais plutôt dans l'imposition, au moins pour soi, d'une vérité que l'on souhaite voir exister. Et ce, sans aucune méthodologie, donc comme toutes les religions, comme toutes les théories complotistes. Eh bien ça, c'est nocif en réalité pour la société, c'est même très nocif. Je vais prendre un cas récent qui est un petit peu bousculé, voilà, il y a plein de gens qui en ont parlé. Il y a une personne de 26 ans qui est morte de la rougeole. En soi, dit comme ça, on a l'impression que c'est juste quelqu'un qui est mort d'une maladie, ça peut arriver, désolé, mais c'est un peu plus complexe que ça. La raison de sa mort, c'est que des personnes ne souhaitent pas se vacciner, car ils pensent que les vaccins sont nocifs pour la santé, développent les cancers ou alimentent des réseaux Big Pharma et autres. Et tous les arguments, parce qu'en soi ça pourrait être possible, mais tous les arguments qui montrent cette thèse sont faux, invalides, ne prouvent rien du tout, alors qu'à l'inverse, la thèse de l'efficacité des vaccins est plus que prouvée. En soi, l'argument de dire « Oui, mais il pense ce qu'il veut s'il a envie de penser ça », serait valable là, mais dans ce cas-là, l'idéologie a tué. Parce que ces gens ne se vaccinent pas, ils font baisser la couverture vaccinale, ce qui fait que la maladie est toujours présente, ce qui fait que des gens comme cette personne de 26 ans qui ne pouvait pas se vacciner pour des causes médicales, est morte. Une mort qui aurait pu être évitée si jamais la couverture vaccinale était suffisante. Mais l'idéologie de la nocivité des vaccins l'a emporté et a tué. Autre cas que l'on peut citer, il y a une femme de 32 ans qui était enceinte de jumeaux, elle a eu des complications, ce qui fait que pour sa survie, elle devait se faire avorter. C'est une Italienne, une Sicilienne, il me semble, donc elle va dans un hôpital en Sicile, ce à quoi on lui rétorque « Tant qu'il y a un battement du cœur, je ne peux pas intervenir, car je suis objecteur de conscience. Nous sommes dans les mains du Seigneur. » Ce qui va entraîner sa mort dans d'atroces souffrances, et la mort des deux enfants aussi d'ailleurs. Mais fatalité, les deux enfants, en fait, on a vu après qu'ils étaient déjà morts. Là aussi, l'idéologie l'a emporté et a tué cette femme. Mais on fera un épisode sur les objecteurs de conscience, c'est un truc que j'ai vraiment envie d'aborder. Après avoir dit tout ça, nous avons vu que la culture était essentielle au développement de l'homme. Mais pourtant, celle-ci pouvait conduire à la déshumanisation par l'adhésion à des idéologies quelconques, à déshumaniser d'autres hommes, à penser qu'ils sont inférieurs car ils ont tort, et par effet indirect, à tuer d'autres hommes. Une question s'impose. À quelles conditions la culture permet de rendre l'homme meilleur? La question est très complexe, je pense juste qu'il faut affûter son esprit critique et ne jamais se convaincre de sa raison. Il faut comprendre que pour démêler le vrai du faux dans une société aussi complexe que la nôtre et sur des sujets aussi complexes que les vaccins, le créationnisme, l'évolution et tous ces sujets où il y a beaucoup de théories, ça ne peut pas se faire sur notre simple bon sens ou ce qu'on pense être juste ou pas, ce qu'on pense être réel ou pas. Non, il faut appliquer des méthodologies qui existent, la méthode scientifique ou les méthodologies des zététiciens, qui sont là pour faire avancer la société et prouver ce que l'on souhaite prouver. Tant que bien sûr c'est réel et prouvable. Si ce n'est pas le cas, ça se verra très rapidement, il n'y a pas besoin d'être un expert du sujet, juste la méthodologie et les résultats de cette méthodologie permettront de démêler le vrai du faux. Bon, ça c'est beau, ça ressemble un petit peu à un monde utopique, tout le monde a un esprit méga affûté, mais la question est de dire comment on fait ça? Je vais juste faire un constat. L'information n'a jamais été aussi simple à avoir. Les études scientifiques, la vulgarisation d'un sujet X ou Y sur internet, les conférences, les avis d'experts, tout ça n'a jamais été aussi facilement accessible. Pour faire une petite analogie, trouvée là sur le moment, ce serait un petit peu comme si jamais on pouvait avoir un objet qui n'est pas essentiel à notre survie, mais qu'il vaut mieux avoir en réalité. Et que cet objet se trouve juste à 10 mètres de nous. Il faut juste traverser une route pour pouvoir l'acquérir. L'action est très simple à réaliser,
Pourtant, certaines personnes ne souhaitent pas traverser la route. Certains pensent que cet objet n'est pas si utile que ça, d'autres remettent en question la validité de cet objet, et d'autres pensent carrément qu'il n'existe pas. Dans ces conditions-là, j'ai envie de demander pourquoi traverser. Dans le cas que je viens de citer, même s'il y a des failles, l'explication de leur vérité, ce qu'ils souhaitent voir comme une vérité, est bien plus important que la vérité. Et du coup, je pose cette question, comment affûter l'esprit critique de personnes qui pensent avoir un esprit critique? Voilà, les amis, cet épisode est terminé. Alors, j'ai pas vraiment répondu à la question, je l'ai juste traité. Je voulais juste emmener sur ce point-là de notre ignorance en réalité sur le monde et la nocivité d'appartenir à une idéologie, quand bien même en apparence cette idéologie ne semble pas nocive. Donc tu peux t'abonner, liker, partager. Moi je vous laisse là, je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode.